Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Je suis actuellement à 147 jours de mon procès intenté par Stéphane Edouard, l'audience qui aura lieu, en tout cas la première, le 15 novembre à 13h35 à la 17e de Paris. Vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, Le Figaro s'est organisé un plateau à 4 présenté par Eugénie Bastier avec Peggy Sartre, Vera Nikolski et Laetitia Straor-Bonnard. Le fil rouge de cette émission, c'est quoi? C'est de se demander si le féminisme n'est pas obsolète. Et on avait vu qu'elles avaient répondu, tant bien que mal, on va dire, à la première question, le patriarcat est-il mort en Occident? Et aujourd'hui, elles vont tenter de répondre à deux autres questions. La première étant, peut-on réconcilier le féminisme avec la science? Et ensuite, quels sont les vrais défis qui se posent aux femmes au XXIe siècle? Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va voir. Jean-Mac fait coucou à YouTube, ça m'a toujours fait rire ça. C'est en 1,25 cette fois-ci, j'ai trouvé la vidéo sur YouTube. On enchaîne sur la deuxième question donc. On va passer de toute façon le deuxième sujet que je voulais aborder, mais qui est en lien avec ce que vous disiez, parce qu'on parlait beaucoup de la biologie. Et c'est vrai que on a l'impression qu'on a aujourd'hui un féminisme qui rejette la science, qui s'est fâché avec la science. Alors, on cite souvent, et vous la citez, dire votre livre, un peu une réponse à ça. Alors du coup, ce serait bien de définir le mot science, parce que pour le coup, les écrits féministes sont des écrits qui sont publiés dans les sciences sociales, donc c'est de la science. Du coup, j'avoue être un petit peu dubitatif avec cette question qui ressemble en fait à une attaque, en fait, une affirmation, une attaque. Merci pour l'abonnement, Sophia. Sois la bienvenue sur la chaîne, la bienvenue, je pense. Pareil, vivre, c'est lire. Oui, vivre, c'est lire, ça, je suis entièrement d'accord. Bienvenue à tous les deux ou toutes les deux. Sandrine Rousseau, qui disait Le monde crève de trop de rationalité, de décisions prises par des ingénieurs. Je préfère des femmes qui jettent des sorts plutôt que des hommes qui construisent des EPR. Oui, bon, d'accord, ok, ça marche, pas de problème. Sandrine Rousseau, c'est un peu la cible facile. En même temps, de temps en temps, elle sort des trucs comme ça. Maintenant, le fond de Sandrine Rousseau, si c'est de dire, si c'est pour que le monde continue à appartenir à des gens qui surintellectualisent et que des ingénieurs et que c'est pour toujours plus construire et toujours plus consommer, bah, je préfère des discours qui prônent la décroissance. Je pense que c'est ça qu'elle a voulu dire. Pourquoi pas? Bon voilà quoi, la pauvre Sandrine Rousseau, elle en prend plein la tronche. Hein. Si vous l'entendez de temps en temps en interview complète et que vous essayez de ne pas simplement vous contenter des critiques que vous pouvez entendre, vous verrez que Sandrine Rousseau, parfois, elle vous balance des punchlines, elles sont bien senties. Hein. Et avec cette idée voilà, que finalement la rationalité scientifique occidentale se serait construite contre les femmes. Je voulais vous citer aussi un extrait de l'abécédaire On ne dissout pas un soulèvement, qui est donc le livre collectif de soutien au soulèvement de la Terre, qui a la rubrique écoféminisme écrit « Du sexocide des sorcières aux assauts de la science moderne, la modernité s'est construite sur une détestation commune des femmes et de la nature ». Et là-dessus, j'aurais beaucoup de choses à dire, parce que pour le coup, j'ai pas mal de lectures sur la question. Oui, effectivement, on pourrait reprocher à la science moderne ou à une partie de la science moderne de se construire sur la détestation commune des femmes et de la nature. En ce qui concerne la nature, donc les mouvements écoféministes ne sont pas des mouvements que je connais assez bien pour en parler, même si j'ai lu quelques partages de Starhawk, bien sûr, et d'autres. Hein. Mais effectivement, comment se fait-il qu'il faille attendre les années 2010 et quelques pour qu'on se dise « Ah, on va peut-être mettre les schémas d'un clitoris dans un bouquin de biologie, quoi ». Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a encore des écoles de médecine qui réclament des mannequins femmes pour apprendre à masser parce que le cœur n'est pas tout à fait dans la même position? Comment se fait-il qu'il faille encore attendre aujourd'hui pour que soit enseigné dans les facultés de médecine que non, l'angor typique masculin n'est pas comme l'angor typique féminin? Il y a des étudiantes encore là qui s'en sont plaints là récemment. Comment se fait-il qu'il faille qu'on attende les années 2020 pour qu'on réalise et qu'on commence à se poser des questions que les manifestations autistiques chez les jeunes filles ne sont pas tout à fait les mêmes que chez les hommes? Ça prouve quoi? Ça prouve qu'effectivement, la médecine, enfin la science en tout cas, la médecine est une science qui a été aux mains des hommes, même si des femmes ont soigné quand même pendant pas mal de temps, que les expérimentations ont majoritairement été faites sur des hommes, et que du coup, bah voilà, on comprend encore mal le corps des femmes, ou en tout cas, on le comprend moins bien que le corps des hommes. Comment se fait-il aujourd'hui que les pilules pour la contraception masculine tardent à obtenir leur autorisation de mise sur le marché à cause des effets secondaires du style prise de poids, maux de tête, alors que ça pose aucun problème à personne depuis les années 70, avec les pilules que les femmes prennent. Tout ça, ce sont des questions effectivement qui nous permettent de nous dire, bon bah voilà, la médecine avance, hein, elle progresse énormément sur ces questions-là, pas à pas, mais ça progresse. Enfin, quand même, oui, on a le droit de parler de détestation des femmes. C'est pas impossible de dire ça. Et j'imagine que, donc là, la médecine, c'est le champ de domaine que peut-être je maîtrise le plus parmi toutes les différentes sciences, mais j'imagine que dans les autres sciences, beaucoup de personnes auraient pas mal de choses à dire par rapport à cette affirmation. Vera Nikolski, qu'est-ce que ça vous inspire, cette idée que, finalement, la science... Oui, mais elles ont du mal à obtenir leur autorisation de mise sur le marché, les pilules pour hommes d'Im Kijou. Donc elles sont assez peu prescrites encore. Se serait battue contre les femmes.
crois que c'est la thèse inverse que vous défendez. C'est ça, c'est l'envers, quoi. Oui, c'est un malentendu qui me semble très, très regrettable. J'en parle dans mon livre, je parle de la science, je parle beaucoup de la médecine, parce qu'on agglomère en général les sciences et la médecine qui serait aussi oppressive pour les femmes. Alors oui, elle l'est un peu, et dans certaines configurations, il y a eu bien sûr d'abord une monopolisation du savoir médical et scientifique par les hommes, c'est exact, les femmes ne faisaient pas de science en masse, ne faisaient pas de médecine. On peut même le voir, on peut en voir quelques vestiges, les femmes parlent beaucoup des violences gynécologiques ou de la surmédicalisation de la grossesse, etc. Bon, ça existe, mais il faudrait raison garder. C'est-à-dire qu'à côté de ça, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé. C'est-à-dire que ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que le progrès technique, le progrès scientifique, surtout le progrès médical, ont eu une influence très considérable sur le destin des femmes. D'accord, c'est des choses qui n'ont rien à voir en fait. Effectivement, le progrès technologique, on en a parlé un petit peu hier. C'est vrai qu'aujourd'hui, alors, pardon, excusez-moi pour ce que je m'apprête à dire, c'est regrettable, bien évidemment, mais le fait est que dans les couples hétérosexuels, c'est quand même plus souvent les femmes qui font la lessive que les hommes. Donc voilà, pardon pour les contre-exemples des hommes cuck déconstruits dans le chat qui s'en occupent à part entière ou à 50-50. Mais oui, effectivement, on gagne du temps aujourd'hui à faire une lessive avec un lave-linge quand on l'a à la maison que quand il fallait porter le linge, descendre en bas du village, foutre ça dans la flotte et ensuite l'étendre en espérant qu'il y avait un peu de soleil. Ok, mais ça n'a rien à voir avec la première affirmation qui est de dire que la science s'est construite contre les femmes. C'est pas parce qu'on a développé de l'électroménager, on n'a pas surtout développé de l'électroménager en se disant bah tiens, on va essayer d'émanciper les femmes. Ça a diminué effectivement, j'arrête pas de me cogner contre le micro. C'est vrai que ça a diminué le temps passé pour certaines charges domestiques, mais le fait est que les charges domestiques, les femmes les font encore aujourd'hui. Donc ça n'est pas été un objet de libération des femmes par rapport à toutes ces choses-là. Et au départ, ensuite, elle dit oui, mais effectivement, vous avez raison, la médecine, elle a été un peu oppressive contre les femmes et il reste encore des vestiges. Mais c'est tout ce qu'on dit en fait. Donc là, c'est Vera Nikolsky qui parle, et c'est exactement ce que nous on dit. On n'est pas en train de dire que la médecine occidentale veut la mort des femmes. On n'est pas en train de dire ça, d'accord ? On est quand même plus mesuré que ça. On est justement en train de parler de ces vestiges dont elle parle. Et des violences gynécologiques qui sont de nouvelles formes de violences médicales qu'on découvre parce que, ça y est, enfin, avec l'avènement des réseaux sociaux et le fait qu'avec MeToo, les femmes ont eu le courage de parler de tout ce qui leur est arrivé collectivement, ça y est, maintenant les hommes, ils sont obligés d'entendre quand les femmes parlent de ce genre de choses. Il était temps que les hommes écoutent parce que les femmes ont toujours dénoncé leurs agressions sexuelles et leurs conditions de vie. Bon, ok, effectivement, aujourd'hui, ça vient sur la place publique. Mais du coup, c'est ça qu'on dit. C'est que ces vestiges-là de patriarcat, de médecine patriarcale, on n'en veut plus, on ne dit pas autre chose. Donc en fait, j'ai l'impression qu'elles répondent à un homme de paille. Que dans leur idée, c'est de dire, oui, mais les féministes disent que, la médecine voudrait la mort des femmes. Mais non, c'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que les vestiges de la médecine patriarcale, on les retrouve encore aujourd'hui, et aujourd'hui, en 2023, elles n'ont plus de raison d'exister. Et donc, ça n'est pas parce que les femmes ont acquis une certaine indépendance, une certaine autonomie en France, que le combat féministe est obsolète. Parce que les combats féministes, pour dire, attendez, il reste quand même des trucs par rapport à la médecine à corriger, ça a un sens de le dire. Et on est vraiment dans le truc du oui, mais ça pourrait être pire, quoi, encore une fois. De toute façon, c'est la même interview que celle qu'on a commencée hier. Sur le statut des femmes, à travers de multiples phénomènes, mais si on veut en retenir un, c'est la baisse de la mortalité infantile, qui leur a permis de ne plus devoir procréer souvent dans leur vie en faisant... Très intéressant, ça. C'est intéressant ce qu'elle dit de toute façon, puis je suis pas fondamentalement en désaccord. Baisse de la mortalité infantile, donc effectivement, on n'a plus besoin de faire 6 enfants en espérant qu'il y en ait 3 qui survivent. D'accord, très bien. Comment expliquez-vous, du coup, Vera Nikolsky, sinon par l'existence d'un patriarcat ou de la domination masculine, pour reprendre l'émission d'hier, que aujourd'hui les femmes subissent encore une pression extrêmement forte à la maternité. Comment expliquez-vous qu'une femme qui ne veut pas avoir d'enfant est encore obligée de se justifier ? Comment expliquez-vous qu'on retrouve des propos du type Frédéric Delavier sur Internet qui continuent, ou Thaïs Descuffon, à comparer les femmes à des matrices, dont leur fonction n'est qu'une fonction reproductrice. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, sinon par l'existence encore d'une domination masculine à minima dans les pensées ? Beaucoup d'enfants, ce qui évidemment tout de suite vous dégage toute une foule de possibilités nouvelles, comme faire des études, travailler, etc. Bon, mais pour ce qui concerne le refus de la science, le refus de la biologie, donc vous avez évoqué ces féministes qui estiment que tout est dans la tête, que tout est social, donc par exemple que le sexe biologique n'existe pas. Alors, vache, qui dit ça ? Qui dit le sexe biologique n'existe pas ? Qui dit ça ? Qui dit ça ? Non, le discours qu'il y a actuellement avec certains courants effectivement féministes très proches du coup des courants LGBTQIA+, c'est de dire il n'y a pas que le sexe, il y a aussi le genre. Et nous, on aimerait qu'on nous donne la liberté de pouvoir nous définir homme ou femme selon le genre. Mais qui a dit que en fait il y avait des personnes qui considéraient que le sexe biologique
n'était qu'un construct et uniquement un construct. Homme et femme, en revanche, c'est un construct, ça, il n'y a pas de problème, je suis d'accord pour dire ça. Quand on entend homme, on ferme les yeux, on voit pas juste un pénis, on voit aussi toute une série de rôles sociaux exactement pour une femme. Quand on entend femme, on n'entend pas que des organes reproducteurs internes, c'est pas du tout ça simplement ce qu'on entend. On s'imagine ce qu'on représente être une femme dans notre société avec nos représentations collectives et avec notre imaginaire collectif. Mais en revanche, dire que homme et femme, ça peut participer à ce qu'on appelle des constructs sociaux, ne veut pas dire que le sexe biologique est un construct social. J'arrête pas de me prendre le micro, excusez-moi. C'est une question passionnante parce que cette idée part d'une très bonne question. La question est excellente. C'est-à-dire, voilà, vous avez la biologie, vous avez des sexes, nous sommes une... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais cette personne, Vera Nikolsky, en débat, elle doit être formidable parce qu'elle reconnaît quand même des points, elle essaye de pas trop caricaturer les propos, elle reconnaît qu'il reste des reliquats d'eux, alors que dans les autres discours, on l'avait vu en particulier de Peggy Sastre, où elle a l'air vraiment très remontée contre les féministes, où elle tient des discours assez radicaux, presque antiféministes parfois. Tu vois, elle reconnaît des trucs, quoi. Elle reconnaît, oui, d'accord, il reste ça, oui, il reste des reliquats de patriarcat et de domination masculine dans la médecine, etc. Elle est intéressante. Alors, elle est pas d'accord avec nous, mais au moins elle argumente vraiment. Je prends beaucoup plus de plaisir à vous commenter cette vidéo qu'à vous commenter les vidéos, je vais pas les nommer, d'autres personnes qui sont simplement creux, ne font pas d'analyse, ne proposent pas d'argument. Au moins il y a un argumentaire. Et moi j'oppose le mien. Probablement que la vérité, elle est un petit peu entre le sien et le mien. Moi, évidemment, comme je suis militant, je suis extrêmement influencé par toutes les théories féministes que j'ai pu lire, en particulier de la deuxième vague du MLF, parce que c'est celle que j'ai le plus lue. Elle est chercheuse, elle travaille avec je sais pas, un autre état d'esprit, avec une autre base idéologique, mais au moins, elle produit un discours, quoi. Je la trouve très intéressante. Et peut-être qu'on ira... on va peut-être se la noter dans un coin, d'ailleurs, Vera Nikolsky, et peut-être qu'on ira voir si elle a travaillé sur d'autres sujets et voir si on pourrait pas en parler sur la chaîne parce que je la trouve plus mesurée et je la trouve assez intéressante même. Je suis pas d'accord avec elle, mais c'est quand même intéressant. Espèces sexuées, c'est ce qui se passe chez les animaux aussi, ça se passe aussi chez les humains, mais effectivement chez les êtres humains on ne s'arrête pas là. C'est-à-dire, l'être humain il ne se contente pas de subir uniquement son destin biologique, il le théorise d'abord, il doit faire avec, donc il réfléchit, il le normalise, il en fait des normes. Et il est exact que dès le départ, cette inégalité physiologique entre les sexes où la femme engendre dans son propre corps et l'homme engendre dans le corps d'autrui, qui quand même désavantage très lourdement la femme pour sa disponibilité pour les autres activités, elle a été tout de suite traduite en termes idéologiques. C'est devenu tout de suite une théorie, une idéologie. C'était bel et bon de faire ainsi, et si la femme est capable de faire des enfants, il faut qu'elle les fasse. Donc il y a une vraie question à la base, celle des rôles sexués. Effectivement, chaque société, d'ailleurs, les rôles varient beaucoup. Il n'y a qu'à regarder l'histoire. Les rôles des femmes et des hommes ont varié. Donc la question est ça, en fait. La base est toujours la même. Oui, mais il y a quand même pas mal de latitude. Oui, mais après, c'est comment dire le spectre. Mais il y a des invariants, il y a des invariants culturels, et c'est très intéressant parce que justement, dans ces invariants culturels, on retrouve la biologie, quoi. Oui. Alors, moi, je trouve quand même que la question de différence est intéressante. Quand on regarde, c'est pas entièrement déterminé. Mais non, mais je dis pas ça, en fait. Mais comment expliquer... Non, je veux dire qu'ensuite, à partir de cette excellente question, on est parti un peu trop loin. Oui, c'est que tout était culturel. Oui, on en est venu à nier ensuite des choses. Comment vous expliquez ? Bon, moi c'est avec ça que elle a peut-être raison, hein. Peut-être que je suis pas tombé dessus parce que quand on est dans une bulle de filtre, c'est possible. J'ai pas l'impression qu'il existe réellement beaucoup de travaux qui aient porté leur voix, qui affirment qu'il n'y a aucune réalité biologique à la constitution des hommes et des femmes. J'ai pas l'impression que ça. Là où il y a le discours critique, c'est de dire les différences biologiques entre les hommes et les femmes ne doivent pas aboutir à des stéréotypes sexistes qui vont conditionner les hommes à tel rôle social considéré dans la tête des gens comme supérieur à celui des femmes, et les femmes à des rôles d'adjuvantes. C'est simplement ça qu'on dit. Mais là, pour le coup, malheureusement, elle ne cite pas. C'est-à-dire qu'elle ne nous dit pas, oui, mais par exemple, j'ai lu un bouquin de Judith Butler seulement, j'ai détesté. Parce que je trouvais ça très, 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 très lourd. C'est pas tant les idées, c'est vraiment le style. Je trouvais ça vraiment très dense, quoi. Ça m'a pas intéressé. Mais peut-être que dans Judith Butler, on peut lire des trucs comme ça. Je n'en sais rien. Peut-être qu'il y a un bouquin de Christine Delphi que j'ai pas lu qui dit ce genre de choses. J'ai pas tout lu dans le féminisme, vous comprenez bien. Et du coup, j'aimerais bien, en fait, qu'elle me donne la source pour que je puisse aller la lire, pour que je puisse comprendre, en fait, ce dont il est question. Essayer de voir un petit peu quels sont les arguments proposés, quelles sont les ressources apportées pour affirmer une telle chose, qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes biologiquement. Mais il me semble, en l'absence du coup de ressources qu'elle me donne, que ces propos-là n'existent pas, ou alors sont très minoritaires, ou alors sont les propos qu'elles imaginent que les féministes tiennent aujourd'hui. D'ailleurs, c'est même dans notre bingo, tellement on l'entend tout le temps, le fameux truc de les féministes, elles disent qu'il n'y a plus aucune différence biologique entre les femmes et les hommes. Donc, j'aimerais bien savoir d'où ça vient, et je le dis pas par troll, je le dis parce que j'aimerais savoir d'où ça vient, j'aimerais le lire. Expliquez-vous justement le succès de... J'ai pas encore tout lu, Cosette, mais laisse-moi encore 3 semaines et j'aurai tout lu. Tout. Hein. On a appelé la théorie du genre, c'est-à-dire le fait que
d'expliquer Alors on dit pas trop la théorie du genre, on dit plutôt les gender studies. Le mot théorie du genre, c'est un mot qui est utilisé surtout à droite et à l'extrême droite pour décrédibiliser un petit peu les gender studies. Salut Zubidou. essentiellement que la différence de sexe est un construit social et cette négation de la biologie et de la science, comme si on ne voulait pas reconnaître le substrat biologique de la différence des sexes. Pourquoi tant de succès? Mais le mot différence des sexes, Eugénie, justement, il est ambigu. Qu'est-ce qu'on entend par différence de sexe? Si on entend par différence de corps sexué, à la limite, oui, effectivement, il y a une différence entre les corps sexués des femmes et des hommes, je veux dire, à l'évidence. Donc si vous prenez les personnes qui se définissent en tant que cis, effectivement, dans la plupart du temps, quand vous les croisez dans la rue, vous reconnaissez un phénotype masculin ou un phénotype féminin. Ok, personne n'a jamais dit le contraire par rapport à ça. Mais quand elle dit construct par rapport à l'identité des sexes, je crois qu'elle le dit. Non, mais d'accord, mais le fait est que quand on ferme les yeux et qu'on imagine un homme, on n'imagine pas juste un phénotype, on imagine d'autres choses. Et c'est ça, en fait, que les gender studies disent. C'est que justement, il y a une possibilité de construire son identité en tant qu'individu homme ou en tant qu'individu femme, également à travers le genre. C'est ça ce que proposent les gender studies. Mais les gender studies ne remplacent pas du tout la biologie. Les gender studies ne disent pas la biologie se trompe. Alors on tombe de temps en temps sur des articles comme ça qui disent la biologie dit qu'il y a deux sexes, en réalité non, il n'y en a pas. Puis ils sont très vite débunkés, c'est des tout petits trucs qui sortent, ces trucs-là, c'est des tout petits trucs. Et du coup, eux, ils arrivent en disant mais oui, mais regardez, il y a des publications qui disent que en fait, il n'y a pas de différence entre les sexes. Mais ces publications-là, en fait, elles valent rien. De la même façon, dans les gender studies, il y a des publications qui sont pas bonnes. De la même façon, en sociologie, il y a des publications qui sont pas bonnes. En anthropologie, il y a des publications qui sont pas bonnes. Il y a des publications qui sont pas bonnes partout. Partout, évidemment. Mais nous, on va quand même pas essentialiser du coup tout un champ des sciences sociales en allant pointer les mauvais papiers. Ou les papiers qui tâtonnent et qui se cherchent. N'oublions pas que les gender studies, c'est récent et que comme toute science récente, en fait, ça vise large. Ça pose des questions très larges, des questions qui peuvent nous paraître absurdes, mais il y a un moment donné où il faut ouvrir ses horizons. Il faut ouvrir ses horizons et se dire, ok, dans ce cas-là, puisqu'on est dans une période où on remet en question des principes aussi fondamentaux que ceux de homme ou femme, dans ce cas-là, on va tout remettre en question. Alors parfois, ça pose des questions qui nous semblent absurdes, mais parfois, ça aboutit à des réflexions plutôt intéressantes. Et moi, j'ai été comme ça pendant longtemps. C'est-à-dire que moi, en fait, j'étais dans une bulle de filtre où je voyais les mauvais papiers ou les dingueries ou les tout petits comptes Twitter d'influenceurs trans qui tenaient des propos vraiment un petit peu idiots. Et du coup, je me suis dit, voilà ce que c'est que les gender studies, et j'appelais ça les théories du genre d'ailleurs. Et quand je me suis abonné aux gender studies, quand j'ai commencé à suivre des comptes trans sur les réseaux sociaux, et je me suis dit, mais bordel, il y a de la pensée là-dedans. C'est pas des affirmations, quoi. Ce sont des propositions de paradigmes, de compréhension paradigmique différentes, et j'ai pris une claque. J'ai pris une grosse claque. Et je me suis dit, 1, j'ai dit de la merde, 2, il faut que je m'excuse. Et donc, voilà, j'ai l'impression qu'elles sont dans ces bulles de fit. Moi, j'aimerais bien leur envoyer ce que j'ai lu récemment en Gender Studies. J'aimerais beaucoup pouvoir leur envoyer. Après, pas sûr qu'elles trouvent ça intéressant ou quoi que ce soit, mais en tout cas, il y a du propos à l'intérieur. Parce que cette théorie du genre, elle est quand même aujourd'hui omniprésente dans les universités, notamment dans le monde anglo-saxon, mais aussi, ça arrive en France. Je partirais du même constat que vous, Véronique Kowalski, c'est que il y a une bonne intention au point de départ, qui est de se dire, mais si tout cela, si toutes ces différences étaient complètement construite. Oui. Si tout n'était que social, inculqué, reproduit, transmis. Et donc l'interrogation est légitime et je pense que ça vient aussi d'une peur très forte que justement les différences... Ouais, principalement les papiers que j'ai pu lire au Carina. Ouais. Après, du coup, je me suis rapproché des influenceurs trans que j'avais un peu taillés dans certaines de mes vidéos. 1, pour m'excuser, et 2, pour pouvoir parler avec cette personne-là. Donc après, ça a été mes échanges avec eux et avec elles. Et puis voilà, maintenant je suis abonné à des revues de Gender Studies en ligne. Bon, ouais, il y a des fois on prend des claques, effectivement. Il y a des fois on prend des claques dans le raisonnement, dans la pensée. Donc ouais, j'ai vraiment changé d'opinion là-dessus. J'ai vraiment changé d'opinion. Ça ne fait pas de moi un activiste pour les droits des trans, malheureusement, parce que voilà, j'ai choisi d'orienter la chaîne sur le sexisme, même si je sais qu'il y a des points avec le sexisme. Mais les discriminations subies par les personnes trans, ce qu'ils appellent du coup la transphobie, bien sûr, ça m'avait échappé un instant. C'est quand même des ressorts du coup de discrimination qui sont extrêmement spécifiques à la condition trans que je ne maîtrise pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de papiers qui parlent de ce que c'est que la transphobie et puis voilà, il y a beaucoup de choses différentes, il y a des choses qui se contredisent, il y a des choses qui s'ajoutent. C'est une discrimination qui est assez récente dans le champ universitaire, donc il va falloir encore du temps pour qu'on la détermine globalement. Et donc voilà, du coup moi je travaille sur le sexisme en général, mais il y a de fortes chances pour que je finisse par travailler aussi sur ces questions-là petit à petit. Biologique. Ah bah oui, non mais après, non mais le pire c'est que j'en avais dans mon entourage depuis le début, des personnes trans, vraiment.
nous condamne en fait à des rôles qui soient complètement immuables. Donc moi je comprends tout à fait l'espèce de révolte intellectuelle et le questionnement aussi qui peut aller avec ce mouvement. Moi, ce que j'ai plus de mal à comprendre, c'est pourquoi ça s'enracine à tel point et pourquoi il est si difficile d'accepter qu'il y a aussi des différences biologiques entre les sexes, que ces différences ont un impact. Ça me fait mal au cœur de me dire qu'elle va faire 1 minute là pour parler d'un argument qu'on ne dit pas. On ne dit pas qu'il n'y a aucune différence biologique, d'accord ? On dit que hommes et femmes, en termes de représentation sociale, ça existe également. On dit simplement qu'il y a des constructs sociaux de ce qu'on estime être la masculinité, la féminité, la virilité, la douceur. Tout ça, ce sont des trucs qui sont stéréotypés d'un sexe ou de l'autre. C'est ça qu'on dit en fait. C'est juste ça qu'on dit. Et donc là, ça me fait mal au cœur de me dire qu'elle va faire 1 minute sur un truc que personne dit. Sur notre physiologie, mais aussi sur nos comportements. Et moi, je trouve ça passionnant. Personnellement, quand j'ai découvert ces choses, j'ai d'abord été un petit peu choquée, bien sûr, puisque jamais je n'en avais entendu parler. Mais ensuite, j'ai trouvé ça passionnant et je me suis dit que j'avais envie de comprendre davantage ces différences, non pas du tout comme des déterminismes, mais comme simplement des informations qui m'aideraient à peut-être mieux me décider, mieux conduire ma vie, tout simplement. Donc, c'est un vrai mystère pour moi que la curiosité intellectuelle soit dépassée par la peur, aussi par l'idéologie. Il faut l'admettre. Je pense malheureusement qu'il y a des gens aussi qui font fortune, enfin au plan intellectuel, sur la diffusion d'idéologies qui sont séduisantes. C'est vrai que c'est très séduisant de dire tout est construit, tout est culturel, et il suffit de tout renverser et tout ira mieux. Mais c'est complètement vague, c'est abstrait. Ah bah envoie-moi un message, Billy. Voilà, envoie-moi un message que je vois ça. Mais bon, ok. J'ai pas vu, mais à mon avis, hein, connaissant mes modérateurs, modératrices, c'est qu'il y a eu 2-3 petits trucs un peu agaçants. Mais envoie un message, on va en parler. On ne sait pas par où il faut commencer, mais ça fédère. Donc, il y a, comme dans toute idéologie, je pense qu'il y a une envie de se sentir faisant partie d'un grand combat. Mais en tout cas, moi, je le regrette beaucoup parce que les études de genre pourraient être différentes. Bon, déjà, elles pourraient s'appeler autrement parce qu'on pourrait peut-être en discuter, mais le terme est quand même un peu marqué quand on connaît son origine. Mais ça pourrait être tout autre. Il faudrait aller plus loin parce qu'au contraire, je trouve que ça décrit parfaitement bien ce que ça étudie, Gender Studies. Je trouve ça au contraire très bien défini. Donc je ne sais pas de ce dont elle parle. Salut chaussures, je crois, je vois un peu flou. Chose. Ça pourrait être des disciplines où on fait de la sociologie, de l'histoire, de la biologie, de l'anthropologie. Et de la bonne méthode. Mais c'est littéralement ça en fait. c'est littéralement ça les Gender Studies. Non mais je ne vois pas parce qu'elle a défini les Gender Studies en disant c'est dommage que les Gender Studies ne fassent pas ça. Alors que c'est précisément ça. On repasse ça. Ça pourrait être des disciplines où on fait de la sociologie, de l'histoire, de la biologie, de l'anthropologie. Et de la bonne méthode. Bah voilà, de la sociologie, de l'histoire, de l'anthropologie, de la biologie et de la bonne méthode. c'est littéralement ça. En fait, elles ont une vision un peu déformée de Gender Studies, quoi. Alors oui, de temps en temps, on trouve des papiers du style, je sais pas, qu'est-ce que j'ai lu récemment là-dessus la musculation est discriminante pour les gens qui sont pas forts, par exemple. Bon, d'accord. Enfin, un vrai papier. Oui, bon, d'accord, ok. Parfois, on trouve ça, effectivement. Mais quand ils vont réfléchir en demandant en faisant des entretiens, en demandant à 1000 hommes, qu'est-ce que c'est pour vous une femme qui recueille 1000 informations par rapport à ça, et que finalement ils s'aperçoivent que quand on demande aux gens ce que c'était qu'une femme, ils décrivent avant toute chose, je vous parlerai de ce papier un jour, il est très intéressant, des stéréotypes sexistes féminins, d'accord ? Et ben on se dit, ok, dans la tête des gens, hommes et femmes c'est déjà du genre. Donc les Gender Studies ont raison d'exister par rapport à ça, quoi. Vous dites à des gens, pour vous, qu'est-ce que c'est une femme, en fermant les yeux, puis ils ont donné des trucs, des caractéristiques stéréotypes sexistes du genre féminin. Ah, elles sont plutôt douces, elles sont plutôt réservées, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, bon, ben voilà. Et après, ils analysent ça sous différents spectres, historiques aussi, biologiques bien sûr. Il y a beaucoup de travaux qui sont faits actuellement. Donc, bon, ben voilà, je ne sais pas trop pourquoi elle dit c'est dommage que ce ne soit pas ça, les Gender Studies. Les standards de recherche. C'est le même débat sans contradiction, mais en 1,25, donc on a fini dans 10 minutes, sauf si je continue à faire des parenthèses de 15 minutes à chaque fois. De la vraie recherche, parce que ça c'est Merci pour l'abonnement, Captain Escobar. Sois le bienvenu ou la bienvenue sur la chaîne. un autre enjeu où on essaie de comprendre ce que sont les femmes et les hommes dans leur totalité. Et alors là, moi j'adhérerais complètement au concept. Oui, et justement, en fait, ce qui se passe, c'est un véritable rejet de la biologie tout particulièrement. Il y a Anne Campbell, par exemple, et d'autres parlent de biophobie. Et c'est quelque chose aussi qui s'explique, en fait. Ça s'explique par plein de facteurs, par l'histoire du XXe siècle. Je pense que c'est une discipline qui a beaucoup été discréditée par... Mais qui exclut la biologie Vera Nikolsky, j'aimerais bien des sources, encore une fois. J'aimerais des sources, quoi. Ouais, la biophobie, c'est un peu... ouais, bref. Ah oui, non, mais complètement, hein, Billy.
le rôle un peu sombre qu'elle a pu jouer dans des régimes totalitaires et l'utilisation qui a pu en être faite. Absolument, le pluralisme, lessinisme. c'est l'histoire. Hein. Oui, tout à fait. Je pense que l'affirmation de la sociologie au début du XXe siècle aussi a joué un rôle, parce que c'est une science qui s'est affirmée contre la biologie, notamment contre la psychologie, pour s'affirmer en tant que telle et pour dire on peut isoler des faits sociaux en soi. Et qui... Je ne sais pas de qui elle parle, si elle parle de Durkheim, qui effectivement, Durkheim disait rejeter les hypothèses qui sont communément admises dans les autres sciences pour l'examiner sous un fait sociologique. Mais il disait pas rejeter du coup la façon dont les autres sciences percevaient ou comprenaient un phénomène pour dire que tout était faux, mais simplement pour dire partez à zéro en fait, repartez à zéro, considérez que la bonne hypothèse n'a pas encore été formulée. J'imagine que c'est de ça dont elle parle. Enfin, je suppose que de ça dont elle parle. Qui vont s'expliquer par d'autres faits sociaux. Et ça a été un mouvement salutaire pour affirmer, pour asseoir cette science. Mais 100 ans plus tard, on pourrait peut-être commencer à dialoguer. Il y a aussi pas seulement une négation de la biologie, mais aussi une attaque contre la raison occidentale, avec une exaltation d'un pouvoir féminin qui serait un peu... Alors ça, avec l'exaltation de la figure de la sorcière. Effectivement, alors ça, c'est l'autre contre-rationalité. Que vous avez mentionné. Alors ça, pour moi, c'est un peu un mystère, effectivement, une espèce de révolte mais qui confirme de façon tout à fait dommageable à mes yeux les pires clichés concernant les femmes. Les femmes seraient du côté de la nature, elles seraient irrationnelles, elles seraient belles sur leur balai, etc. Enfin, moi, je ne me reconnais pas du tout dans ce portrait. Oui, c'est assez étonnant. Et peut-être... Moi, c'est marrant parce que je voudrais pas aborder... Non, mais c'est pas les femmes qui se sont rendues sorcières, en fait. Cette représentation-là, c'était une représentation misogyne, qui avait été réutilisée pendant la Seconde Guerre mondiale, d'ailleurs, pour en faire une représentation antisémite. Je comprends pas très bien ce dont il s'agit. Par contre, j'aime bien qu'elles disent par contre, le cliché de la sorcière, c'est du cliché, c'est du stéréotype sexiste féminin, où la femme, elle serait belle, avec la nature sur leur balai, machin. Bon, elle a quand même, elle a un discours, quoi. Elle a un discours assez intéressant. Donc voilà. Donc là, c'est Peggy Sartre qui va parler. Donc voilà, vous savez que la position idéologique de Peggy Sartre, c'est de faire un travail, du coup, principalement issu de la biologie, et on a l'impression, c'est l'impression qu'elle donne, et peut-être que je m'en trompe, et je m'en excuse si c'est pas le cas, qu'elle essaye d'axer ses recherches pour contrer le discours féministe. On a l'impression qu'elle en a fait une sorte de fond de commerce. Son truc, c'est de pouvoir dire les féministes ont tort. Donc voilà, on s'attend probablement là à entendre un discours qui va aller dans le sens de la question, à savoir que les féministes, elles aiment pas la science. Donc on va voir ce qu'elle en dit. J'ai pas encore vu cet extrait. Salut Happy Berry. En lisant votre livre, il m'est venu une hypothèse que, en fait, tous ces phénomènes aujourd'hui. Après, il y a la question, est-ce que c'est tellement populaire que ça? Est-ce que c'est pas un délire d'un télo? En librairie, ça marche bien, je crois. Ça dépend. Livres sur Non, mais il y a des gros. Non, je parlais plus de féminisme, comme des trucs de genre, quoi. Je pense que bref. Voilà. Non, parce que voilà. Et donc en lisant votre livre, je me suis. Avant la civilisation techno-industrielle, les espaces de socialité féminine étaient contraints. On était obligés d'être ensemble entre femmes pour notamment gérer les problèmes reproductifs. Et en fait, je me suis dit en disant que en fait. J'ai pas trop compris. Donc les femmes avant la révolution industrielle étaient obligées d'être ensemble. Je sais pas trop à quoi elle fait référence. Du coup, dans mes lectures historiques justement de la place des femmes dans l'histoire, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire que la femme était extrêmement soumise à l'obligation du travail, en particulier dans les métiers de la paysannerie. Et donc, n'avait pas réellement d'espace pour se retrouver avec d'autres femmes. Donc, je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris. On a examiné la première partie de la vidéo. Pierre, d'ailleurs, c'est toi qui me l'avais signalé sur Twitter, je crois. Merci encore. Et donc là, on répond aux deux autres questions auxquelles il répond, à savoir, peut-on réconcilier le féminisme avec la science et quels sont les vrais problèmes auxquels les féministes font face au XXIe siècle. Merci pour l'abonnement, Ciboule Furax. Vos pseudos me font souvent rire. Oh, il y a Begonia King aussi qui a pris un abonnement sur la chaîne. Merci beaucoup Begonia. Soyez la bienvenue. La civilisation techno-industrielle avait créé un manque. Et en fait, là, les femmes sont là, genre, qu'est-ce que. Après, il y a eu les réunions Tupperware, et maintenant, il y a des trucs, on se brûle de l'encens, et. Elle pensait que le féminisme prend le relais des réunions Tupperware. Bon. Je réponds pas. Non, je réponds pas. C'est une thèse intéressante. Sur un gros, il y a un gros. Moi, je vois l'affiliation, le lavoir, la réunion Tupperware et le féminin sacré. Pour moi, c'est le même enfermement du discours féministe sur lui-même. Et je dis même quelle est dans ce cas-là la différence par rapport à des enfermements, autres types d'enfermements sur la cuisine, les enfants. Et là, on n'est pas dans une réunion non-mixité, je vous rassure. On ne peut pas la rendre. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'on est des femmes? Voilà, exactement. Ouais, c'est un peu nul de dire ça. De se moquer, quoi. C'est le genre de truc que moi, j'aurais pu dire Peggy il y a un an, quoi. C'est nul. Je voudrais quand même qu'on aborde juste, peut-être il ne me reste pas beaucoup de temps, mais que chacune vous me dites. J'ai pas compris du coup, j'ai pas compris l'argument de Peggy. J'ai pas compris ce qu'elle a voulu dire du coup. Qu'en fait, alors attendez, parce que ce serait bien quand même qu'on puisse sortir son argument du lot, quoi. Parce qu'elle a quand même produit un discours pendant 1 minute, donc respectons ça. C'était de dire quoi? C'était de dire qu'elle, donc elle nous dit, avant la révolution industrielle, en fait, les femmes pouvaient se retrouver entre elles. Après la révolution industrielle, j'imagine que ce qu'elle sous-entend, c'est que les femmes avaient moins de tâches domestiques, donc elles avaient du temps pour se retrouver. Non, j'ai pas compris.
Je suis désolé, j'ai pas compris ce qu'elle voulait dire, d'accord ? Bon. Pourquoi tu me demandes ma définition de la femme, Engerito ? C'est une réponse de la même façon que si je te demandais, alors attends, si je te demandais la définition, disons, je sais pas, de beau, par exemple. Tu vois, beau qui est un mot polysémique, qui veut dire pas mal de choses. Beau pour l'apparence physique, beau d'un point de vue métaphysique, etc. Ce serait compliqué. Répondre à la définition, quelle est la définition du mot femme ? La définition du mot femme, elle a des réponses qui sont assez simples. Si on veut, du coup, il faut circonscrire le sujet. Mais en fait, ça, c'est la fameuse question qu'on essaie de me poser pour me piéger. Si vous voulez définir le mot femme par des préceptes biologiques, on le sait déjà, femme, adulte, humain, femelle. Si on veut l'utiliser par des questions du genre, là, vous avez tout le champ des gender studies, du coup, qui se posent des questions. Et qui se disent, ah, mais tiens, c'est très intéressant de ne plus chercher à définir le mot femme exclusivement par le sexe, mais de le déterminer par la façon dont nous, en tant que société, on se représente les femmes intellectuellement. Et c'est tout l'enjeu de l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure, où ils ont demandé à des personnes, des personnes qui étaient inscrites à l'université, donc ils avaient fait plein d'universités, des universités de sport, des universités d'histoire, de musique, de fermer les yeux et de dire, pour vous, qu'est-ce que c'est une femme ? Donnez-nous des adjectifs qui vont déterminer le mot femme. Et donc ils se sont rendus compte que les gens donnaient des adjectifs basés sur le genre. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit, ah ouais d'accord, mais en fait dans la tête des gens, femme c'est aussi du genre. Et c'est pour ça que du coup, donner une définition stricte, je pense que si on devait donner une définition stricte du mot femme par le genre, par exemple, elle serait dépendante des pays dans lesquels vous allez demander, de la représentation collective de ce qu'on imagine être le rôle stéréotypé d'une femme, etc. Et du coup, cette question-là qui est posée un peu pour essayer de nous piéger ou pour se moquer de nous, elle est beaucoup plus intéressante qu'il n'y paraît en fait. Se dire, ah bah tiens, comment on définit homme et femme maintenant ? Elle est beaucoup, beaucoup plus intéressante parce qu'elle est beaucoup plus maligne. Mais par contre, si vous me dites comment, en biologie, les biologistes définissent le homme et femme, homme, humain, mâle, adulte, humain, femelle, quoi. Enfin, je veux dire, ils savent faire en biologie. Ah bah voilà, ok, je pensais que, en fait, comme c'est le truc que certaines personnes qui me suivaient avant n'arrêtent pas de me dire, genre, ah bah oui, bah maintenant, t'as plus qu'à... merci pour l'envoi du bit, Pierre, je ne sais pas ce que c'est, mais merci beaucoup. Je verrai ce que je peux en faire, si je peux m'en servir dans la vie de tous les jours, ou... je ne sais pas du tout ce que c'est. Et salut June. Et donc, voilà, elle essaie de me piéger en me disant, bah maintenant, vas-y, définis le mot femme. Bah oui, non, mais c'est justement... Ah, c'est des sous, bah c'est trop gentil, Pierre, merci beaucoup, c'est adorable. C'est justement le sens, justement, des gender studies. Se demander ce que dans notre imaginaire collectif, on entend par homme ou femme. Et merci de renouveler l'abonnement, June, c'est adorable. Peut-être tour à tour ce qui vous semble... Bon, alors, surtout, ne donnez pas si vous manquez de sous, hein. Surtout pas. Mais merci Pierre, c'est adorable. Véritable défi pour les femmes au XXIe siècle, parce qu'on a beaucoup parlé justement des faux combats féministes, ces féministes qui se battent pour l'écriture inclusive et pour... Soit je le retrouve du premier coup d'œil, soit je le retrouve pas, et si je le retrouve pas, on le fera une autre fois. Je ne le retrouve pas du premier coup d'œil. Je voulais vous lire soit Eliane Viennot, soit Aurore Evin, qui ont travaillé sur la question du langage inclusif. Bien. Donc les fausses féministes, les faux combats féministes sur le langage inclusif. Bonjour à toutes et à tous. C'est du langage inclusif. C'est ce qu'on appelle de la double flexion grammaticale. Donc la double flexion, ça va être français, française, par exemple. C'est du discours inclusif. Parce que ça fait partie des règles du discours inclusif qui existent. Dire les hommes et les femmes, c'est de la double flexion, plutôt que de dire les hommes à la place. Donc c'est également du langage inclusif. Dire, par exemple, je sais pas, les modérateurs et les modératrices, c'est également du langage inclusif. Dire les soignantes, au lieu de dire les soignants, c'est du langage inclusif parce que c'est ce qu'on appelle un accord en nombre. Il y a plus de soignantes en France que de soignants, donc on va plutôt dire les soignantes parce que ça représente mieux la réalité des choses. Tout ça, c'est du langage inclusif. Alors oui, comme dans n'importe quel mouvement qui naît, ça va taper large. Et on va tenter plein de choses. Et exactement comme, là c'est un langage inclusif donc spécifique par exemple au militantisme féministe, mais tous les mots qu'on utilisait quand on était ado, moi, typiquement, je suis né en 86, donc j'ai grandi avec l'essor du rap français. D'un seul coup, le discours des banlieues était entendu, mais pourtant, c'est exactement comme les femmes qui sont toujours plaintes de leurs conditions. Ils s'exprimaient, mais on n'écoutait pas. Là, avec le rap, c'était plus possible, c'était parler trop fort. Et ben, il y a eu toute une série d'expressions qu'on a utilisées dans les années 90, que je ne répéterai pas ici, parce que ce sont des mots qui sont devenus ridicules, tellement ils sont obsolètes, et on n'en a gardé que quelques-uns.
Quand les gens disent en mode, ou je sais pas, ça fait, je sais pas, ouais, en mode par exemple, en mode, ça vient, je crois que c'est Rof qui avait fait une chanson qui s'appelait En mode par exemple. Oui, effectivement, quand il y a du vocabulaire qui se développe comme ça tape un peu large. Merci pour l'abonnement Latératool, je crois, si j'arrive bien à lire sans mes lunettes. Donc oui, effectivement, en langue inclusive, ça va tenter plein de choses. Ça va ouvrir l'éventail, ça va tenter plein de trucs. N'empêche que Yel est dans le dictionnaire parce que du coup c'est référencé pour que les gens comprennent ce dont il s'agit. Est-ce qu'on dira encore Yel dans 10 ans? Peut-être pas, mais quelle importance? Quelle importance l'arrivée de ce mot-là dans le vocabulaire permet à des personnes de s'identifier avec ce mot-là. Ensuite, c'est l'usage qui va faire la norme. Si on continue à utiliser ces mots-là, ils vont rester. Et donc le langage inclusif, bah oui, il y a des trucs, typiquement le point médian, il est en recul, très net le point médian, on le voit de moins en moins. Et maintenant les gens font de la double flexion. Donc c'est une forme de langage inclusif qu'on a remplacé une autre. C'est vrai que c'est pas forcément évident d'aller faire un point médian pour dire les lectrices. Effectivement, il y en a qui l'utilisent, mais il y en a qui disent les lecteurs et les lectrices. Mais ça c'est bien, c'est une bonne chose que la langue évolue. Il n'y a que les langues mortes qui n'évoluent plus jamais. Donc voilà, le truc c'est un faux combat l'écriture inclusive, mais non, c'est un combat de représentativité des femmes, faire en sorte que les femmes soient bien représentées dans la langue. La théorie, c'est de dire que si elles sont représentées dans la langue, elles sont mieux représentées dans nos représentations. Si je vous demande de vous représenter la révolte des ouvriers de mai 68, vous ne voyez pas de femmes dans la tête. Vous voyez des hommes, parce que le masculin, il est puissant. Il sert, entre guillemets, de neutre en français. On n'a pas de neutre dans la langue française, bien sûr. Mais il sert quasiment de genre neutre également. Merci pour l'abonnement. Ah, Karl Marx attaque. Alors, Karl Marx, tu es complètement chez toi. Sois-le la bienvenue. Et donc voilà, c'est pareil pour, par exemple, vous prenez Amanda Hart. Allez la suivre sur Facebook si vous le souhaitez. C'est une féministe qui fait des portraits de femmes qui ont été oubliées. Elle se nomme peintresse. C'est comme ça qu'elle a envie qu'on l'appelle. Donc moi, je dis peintresse quand je parle de son travail, par exemple. Le mot peintresse, il va peut-être survivre, il va peut-être pas survivre, ça n'a pas d'importance. Il a un sens aujourd'hui dans son utilisation. Donc la langue inclusive permet aux femmes de se renommer, de renommer des professions. Je vous rappelle que le Figaro faisait un foin pour le mot autrice pendant très longtemps. Aujourd'hui, tout le monde utilise autrice. La langue inclusive, elle est représentative aussi de nos mouvements sociaux, de nos courants sociaux, et elle est intéressante. Bah oui, c'est joli, peintresse. En tout cas, voilà, elle dit tiens à ce mot-là. Et pour la féminisation des noms de métiers, mais qu'est-ce qui... Enfin, je sais que Véronique Tocci, c'est quand même une bonne partie de la thèse de votre livre, c'est de dire, finalement, les féministes se trompent de combat parce qu'effectivement, les femmes vont peut-être avoir à affronter des défis redoutables, notamment avec l'effondrement de ces civilisations. Bah justement, tu vois, Gerito, c'est très intéressant ce que tu décris là. Parce que justement, c'est l'un des principaux arguments qui avait été fait contre l'utilisation du point médian. Et il se trouve que dans les courants intersectionnels qui vont défendre par exemple les luttes LGBTQIA, qui vont se battre contre toutes les formes de discrimination, y compris les discriminations que pourraient subir par exemple les dyslexiques, l'argument il a été pris en compte. Et les gens se sont dit, bah ouais, effectivement, le point médian, on reconnaît que ça facilite pas forcément l'écriture. Et bah qu'est-ce qui se passe? Et bah la plupart de ces comptes-là utilisent la double flexion. Vous voyez ce que je veux dire? Et disent maintenant les lecteurs et les lectrices. Et comme ça, pas de difficulté pour les dyslexiques. Donc il faut prendre en compte ce genre de remarques, qui sont des bonnes remarques. C'est pas parce qu'elles concernent une minorité de personnes qu'il faut l'ignorer, parce que les personnes qui souffrent de dyslexie, j'ai dû avoir... Après, moi j'ai beaucoup d'élèves qui se disent dyslexiques, mais qui l'ont réellement été, j'ai dû en avoir 2. La vache, hein, la vache. Ils étaient obligés de réécrire, par exemple, les sujets d'examen, sinon ils n'arrivaient pas à le lire correctement. C'est un sacré handicap, quoi. Donc vous voyez, donc pourquoi pas? Vraiment, pourquoi pas? Oui, elle a dit fondement de la civilisation déjà, effectivement. Alors, merci pour l'abonnement Hyper Rayon, soyez les menus sur la chaîne, et pareil pour Fluffy Donna. Merci de nous retrouver, c'est adorable. Industrielle qui les a permis de s'émanciper. Est-ce que vous pouvez juste nous dire en quelques mots quels seraient les grands défis des femmes en 21e? Donc voilà, là maintenant on parle des vrais défis, hein, pas de ces faux combats comme elle a dit, ou elle se trompe de combat, je ne sais plus comment elle l'a dit exactement. Alors du coup moi je suis aussi pour une simplification de certaines parties de l'orthographe schizoïde par rapport à ça. Voilà, il se trouve que j'ai la chance, parce que je suis issu d'une culture bourgeoise intellectuelle, hein, pas financière, mais d'une culture bourgeoise intellectuelle, donc j'ai les codes bourgeois de l'écriture, je les maîtrise bien, même si je fais des erreurs comme tout le monde, mais je suis quand même pour une véritable simplification de l'orthographe pour toute une série de raisons. Salut Miss PDD, merci de nous retrouver. Oui, en effet, c'est la deuxième partie de mon livre. Je reviens sur l'histoire, mais je reviens sur l'histoire pas gratuitement, pas juste pour le plaisir de l'érudition. Je reviens sur l'histoire pour essayer de jeter un regard sur l'avenir et se demander ce qu'il en sera demain. Alors, vous avez cité la petite définition de l'écoféminisme qui essaie d'articuler l'écologie et le féminisme. Alors, ce livre est parti aussi, entre autres, d'une frustration devant la manière dont ce courant, notamment, articule les deux, qui pour moi est une manière complètement... illogique et pas du tout celle qu'il faudrait avoir si on était rationnel. Je ne pense pas qu'il faille lier les femmes et la nature qui sont toutes les deux pareilles, etc.
Ah bah c'est intéressant, il faudrait que j'invite quelqu'un Péritodu, parce que moi je connais mal la question des 10, bien sûr, n'étant pas concerné, il n'y aura personne de concerné autour de moi, et peut-être effectivement qu'il faut réenvisager une grande partie de l'enseignement. En plus, peut-être que ma proposition de simplifier l'orthographe et la grammaire française est beaucoup trop simpliste, effectivement, je suis tout à fait prêt à le croire. Pas du tout ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce paradoxe que des femmes qui sont féministes, qui sont souvent aussi préoccupées par l'écologie, dans le cadre de l'intersectionnalité des luttes, ou par ailleurs, à titre personnel, souvent, c'est des militantes qui sont intéressées par les deux. Elles sont intéressées par le devenir du monde, elles sont intéressées par le féminisme. Mais il n'y a pas de lien entre ces deux phénomènes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de question... Ah bah mince, attendez, moi j'ai lu que 2-3 trucs sur l'écoféminisme, les liens je les connais, je peux vous les faire, je les connais sur le bout des doigts. Le rapport au corps avec le rappel à la nature, le cycle des règles, etc. Enfin, je les connais par cœur, les arguments. Et pourtant, j'ai lu que 2 ou 3 trucs, je suis pas spécialisé de l'écoféminisme. Non, attendez, un peu de... quand même. Qui surgit. Demain, dans ce monde un peu crépusculaire qu'on nous dessine avec la crise... Puis voilà, la destruction des espaces naturels, la surproduction et la façon dont les hommes considèrent les femmes comme des objets. Enfin, je veux dire, les liens dans l'écoféminisme, ils sont assez faciles à comprendre. Je suis désolé, je suis un peu fâché là parce que je trouve que c'est de la mauvaise foi. Ça ne vise pas. Merci pour l'abonnement Arthur. Salut Arthur, queer. Crise de ressources, avec la crise climatique, avec la transformation des écosystèmes, avec l'effondrement des systèmes agricoles, avec la raréfaction des échanges. Merci pour l'abonnement, la petite Maillot. Mais comment ça se fait qu'il y a autant de personnes qui nous rejoignent ce soir? Ça me fait vraiment plaisir que vous soyez là. Oh, et en plus, Sorcière offre un abonnement. Vous me faites chaud au cœur, vraiment. Vous savez que ça me gêne à chaque fois, mais c'est tellement gentil de votre part. Merci beaucoup. Et donc, très certainement, une fragilisation importante, sinon un effondrement de la civilisation thermo-industrielle, dans ce monde de demain, que vont devenir les droits des femmes. On se bat pour les droits... Oh, il y a Rom qui s'abonne également. Comment vous avez connu la chaîne par hasard? Quelqu'un en a parlé? Faut que j'aille remercier quelqu'un. Je dois avoir 15-20 abonnements là, de nouvelles personnes ce soir. C'est rarement aussi chargé. Vous êtes vraiment les bienvenus en tout cas. Oh, et Davidou qui offre un abonnement. Vous êtes trop gentil. Ah là là, vous êtes vraiment adorable. Et June aussi. Oh, vous me faites chaud au cœur. Vous êtes trop mignon. Je sais jamais où me mettre à chaque fois. Ah voilà, 1000, merci. Aujourd'hui, y compris les droits très précis, très spécifiques, très pointus. Mais que vont devenir ces droits si le monde redevient plus pauvre, plus chaotique, plus violent, davantage soumis, où la force physique recouvrera beaucoup d'importance, parce qu'aujourd'hui, elle n'en a aucun, en tout cas dans le milieu de ces... C'est sûr qu'en Ukraine, en ce moment, exactement. Le patriarcat reprend ça. Enfin, on sait ce que c'est qu'un homme et on sait ce que c'est qu'une femme. Exactement, c'est un très bon exemple. Il faut que j'y réponde, vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui vont découvrir le folie avec cette chaîne et qu'il faut que pour la 10e fois on réponde à l'argument de la guerre, ou est-ce qu'on avance? On peut y répondre encore, mais... maintenant depuis où il y a la guerre, ils savent qui sont les hommes, qui sont les femmes. Celui qui va se battre de façon obligatoire. Exactement. Et que vont devenir les femmes? À mon avis, si on admet que les conditions matérielles... Ça va mieux en le disant. Bon, 2 choses. Premièrement, en fait, quand il dit cette phrase, ok, pas de problème, on reprend cet argument. Premièrement, il y a des femmes dans l'armée. Elles sont effectivement en minorité par rapport aux hommes, mais il y a des femmes dans l'armée, il y a toute une série de reportages qui sont faits également par rapport à ça. Deuxièmement, les femmes, elles participent tout le temps à l'effort de guerre, c'est-à-dire que quand elles sont pas sur leur terrain, elles augmentent la productivité, les usines, etc. C'est également les premières victimes des viols de guerre, par exemple. Ce sont les premières victimes collatérales de la guerre, si on exclut. Merci, Sorcière, c'est trop gentil. En plus, à Danaya, c'est tellement mérité pour Danaya. Voilà, ensuite, le fait que les hommes aillent se battre. Précisément, pourquoi est-ce que les hommes vont se battre historiquement, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme hypothèse? La différenciation entre les corps, ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, la différence qu'il faut absolument faire, c'est que c'est pas parce que les hommes se battent à la guerre qu'il faut former les hommes dans une société qui est en paix à être des guerriers en dehors de l'armée, bien évidemment. Si vous allez à l'armée, vous êtes formé professionnellement. Parce que mon ex-compagne, c'est pareil, Pierre. Même prenez une clé de bras, il n'y avait pas de souci, quoi. Parce que les préceptes de la virilité, de la masculinité toxique, en temps de paix, non seulement ils ne sont pas utiles, mais surtout ils sont nocifs. Et on le voit avec les statistiques de la criminalité. Donc, en fait, ce sont 2 choses différentes. En temps de guerre, on va avoir besoin, effectivement, d'hommes forts, d'hommes courageux, etc. La force et le courage, en temps de paix, on va aussi en avoir besoin, mais pas dans les mêmes domaines. On va pas avoir besoin d'hommes forts et courageux pour faire les gros bras et aller péter la gueule à d'autres hommes dans la rue quand c'est pas nécessaire. La force et le courage, du coup, vont servir de façon complètement différente. Le courage, ça peut être, d'accompagner sa compagne qui est malade, par exemple. C'est courageux. Le courage, ça va être de rester dans un couple dans lequel, il y a des hauts et il y a des bas, et de rester en couple, ça pourrait être ça, par exemple. La force, ça va être le fait de pouvoir s'opposer dans le métro à un agresseur. C'est-à-dire qu'en fait, ces stéréotypes sexistes qu'on va appliquer aux gens dans l'armée,
ils peuvent quand même exister dans la société. Les hommes aujourd'hui ne sont pas plus faibles qu'avant en France. C'est pas parce qu'ils ne font pas la guerre qu'ils sont plus faibles. Donc en fait, c'est tout ça que je réponds à ces arguments. C'est tout ça que je réponds à ces arguments de oui, d'accord, mais on sait ce que c'est qu'un homme quand ils vont à l'armée. D'accord, ok. Ça marche. N'empêche qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas besoin de ça, et encore heureux. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'hommes forts, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'hommes courageux, ça ne veut pas dire non plus que la force et le courage doivent être des stéréotypes typiquement masculins. Donc voilà, je les fais un petit peu pêle-mêle là, mais voilà tous les genres de trucs que je réponds à ces choses-là, qui pour moi sont des bêtises. Elles ont une influence dans l'avènement de l'émancipation des femmes. On doit aussi se dire que si ces conditions disparaissent, eh bien, ces droits eux-mêmes sont fragilisés, ne seront peut-être pas respectés, et des mécanismes très intéressant ce qu'elle dit, parce que je suis d'accord. Demain, tout s'effondre. Les droits des femmes vont être fragilisés. Mais je suis d'accord. Pourquoi ? Parce qu'on vit dans une domination masculine, dans un patriarcat, où on considère que les droits des hommes priment sur les droits des femmes. Parce qu'on a encore des stéréotypes sexistes par rapport à ça, parce que l'égalité stricte entre les femmes et les hommes, elle n'est pas ancrée dans notre tête. Donc effectivement, si on perd demain tout un confort matériel, probablement que les premières catégories de personnes à perdre massivement leurs droits, ce sera les minorités en général, au sens, vous comprenez, de ce qu'on entend en sociologie par minorité. Anciens, comme la division sexuelle du travail, risquent de refaire surface sous une forme ou une autre. Certainement pas la même, parce que les retours au passé, ça n'existe pas, ça ne sera pas le Moyen-Âge, ça ne sera pas l'âge de pierre, ça sera autre chose, mais ça ne sera pas forcément génial. Donc, et cette question n'est pas vraiment posée, et c'est pour ça que, en fait, c'est un problème d'échelle. Ça me semble être un problème énorme, vu la situation historique dans laquelle on est, le moment historique dans lequel on est. Et on commence doucement à en prendre conscience. Et pourtant, à côté, eh bien, non, il n'y a pas du tout d'interrogation sur cette question, et on se concentre vraiment sur des choses très différentes. Donc oui, moi, ça me semble étrange et inquiétant. Donc je le dis dans le livre, je ne trouve pas essentiellement les néo-féministes violentes ou excessives ou totalitaires, etc., je les trouve insouciantes. Eh ben, elle est en train de nous expliquer avant que elle s'intéresse à la question de l'écologie qui pourrait, si on raisonnait en termes d'urgence, on pourrait se dire que la première urgence à régler, ce serait celle-ci. Je ne sais pas si ça c'est vrai, je l'ai balancé comme ça. Peut-être que les inégalités sociales sont extrêmement intriquées avec la crise écologique qu'on vit et qu'on pourrait la traiter autrement. Mais mettons, c'est quand même un des grands défis de notre siècle. Donc elle dit les féministes, elles sont très proches des mouvements écologiques. Et après, elle dit elles sont inconséquentes. Bon, écoutez, c'est quand même fatigant d'entendre ça. Mais enfin, vous êtes assez gentil finalement avec elle, parce que parfois, ça n'est pas seulement qu'elle nie ou qu'elle ne mette pas elles ne joignent pas les deux bouts, mais c'est que elles sont contre en fait le capitalisme, la prospérité, la croissance, et donc elles. Non, elles sont pas contre la prospérité, mais le capitalisme et la croissance, oui, oui, ça me semble plutôt sain aujourd'hui de remettre en question effectivement le capitalisme, la notion de croissance. Effectivement, ça me semble assez sain. La branche sur laquelle elles sont assises. Donc, vous avez raison, il y a un problème. Ah, merci Ange, j'irai la faire parce que c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'audience, Maud Malin. Je vais me le noter. Problème d'échelle. Il y a un problème de différence entre la perspective de long terme et ce que nous vivons aujourd'hui. Mais je trouve que parfois, il y a une forme d'ingratitude aussi. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, en tant que femme, en tout cas, on a de quoi avoir de la gratitude à l'égard de la technologie, du capitalisme. Oui, voilà. Et pour le capitalisme, c'est dialectique aussi. Et on peut lui être reconnaissante, tout à fait, mais c'est aussi ce capitalisme-là qui va aussi provoquer des... Alors ça, c'est... Ouais. Je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. En débat, ça doit être génial de la voir, Vera Nikolsky, quoi. Ça doit être génial de la voir parce que là, déjà, elle arrive à tenir tête à Laetitia Stroer-Bonnard parce qu'elle a dit quand même une énormité, Laetitia Stroer-Bonnard, en disant, oui, d'accord, ok, elles sont contre le capitalisme, elles ont quand même des raisons de l'être pour toute une série de raisons. Et voilà, elle a l'air de prendre en considération le discours féministe qui, lui, pour le coup, existe. Elle a le droit d'être contre, mais au moins, elle part de quelque chose d'existant. Mais là, quand j'entends, oui, les féministes, elles sont ingrates parce qu'elles se battent contre le capitalisme qui leur a apporté la machine à laver, parce que sous-entendu, c'est ça. Je dis, oh mince, finalement, on en est là, quoi. Alors ça, c'est un gros débat. Je pense que je suis moins optimiste que vous sur la question de la... Merci, Fluffy. Bah, sois la bienvenue, du coup, sur la chaîne. Des ressources et de l'avenir de la civilisation. Mais ça, c'est vraiment un autre débat. Mais quand même, je crois qu'on ne se rend pas très bien compte, quand on se lève le matin, dans notre pays, qu'on a une condition à peu près convenable, qu'on a énormément de chance. Et donc, Salut The Rain, sois la bienvenue sur la chaîne. Oui, d'accord, mais le fait que les femmes jouissent d'une certaine forme de liberté en France ne veut pas dire que les combats féministes sont inutiles. Ne veut pas dire que tous les droits sont acquis. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ne veut pas dire qu'il ne reste pas du terrain sur lequel se battre.
Répondre à votre question sur... Oui, mais justement, je vais peut-être juste la préciser parce que vous avez écrit un livre, Les hommes sont-ils obsolètes? Merci pour l'abonnement, June, c'est adorable. Qui sait Oui, ça, faudrait remercier Moulinex, exactement. Ouais, c'est le retour d'il y a pire ailleurs qu'on a beaucoup entendu hier déjà. Est-ce que c'est pas justement le vrai défi, il n'est pas pour les hommes justement au XXIe siècle, plus que pour les femmes? Est-ce que c'est ce que vous pensez? Je ne sais pas, parce que je ne veux pas opposer les deux. Oui. Et moi, ce qui m'intéressait quand j'ai travaillé sur ce livre, c'était de regarder les inégalités qui concernent les hommes. Alors, c'est un sujet très difficile à entendre, mais il y en a. Et mon argument général était de dire les femmes ont un intérêt à ce que les hommes aillent bien, parce que les femmes ont envie que les hommes aient une bonne situation et dans certains cas aussi les soutiennent, d'ailleurs vice-versa. Ouais, les hommes qui soutiennent les droits des femmes, vice-versa, je suis pas sûr. Donc oui, il y a aussi un enjeu là-dedans. En tout cas, je le formulerai de la façon suivante. Je pense que les femmes n'ont aucun intérêt en fait, à vouloir inférioriser les hommes, parce que là aussi, elles tiraient la branche sur laquelle elles sont assises. Et qui se passe pour vous? Mais les femmes ne font pas ça, les femmes n'infériorisent pas les hommes, les femmes dénoncent les comportements problématiques de certains hommes, voilà. Elles dénoncent la façon dont on conçoit ce qui est censé être la virilité et la masculinité. Enfin, c'est ça qu'elles dénoncent, les féministes. C'est quoi le défi principal qui attend Ah oui, je ne l'ai pas noté, mais elle a dit les femmes doivent se soumettre, c'est ça? C'est les mots qui ont été prononcés. Si c'est le cas, c'est quand même assez inquiétant. Hein. qui attend les femmes au XXIe siècle de ne pas s'enfermer dans un féminisme victimaire qui les... Oh, le féminisme victimaire. Quand on a une identité... Je sais pas, c'est vrai que là-dessus, je suis assez d'accord avec la fin de l'argumentation. Qu'est-ce que tu nous dis, Latina? Tu nous dis, le genre, c'est un spectre qu'on divise en 3 à la naissance et qui décrit les 5 milliards d'individus qu'a compté l'humanité. Puis, quand on parle des hommes et des femmes et qu'on oublie les autres, c'est comme dire les blonds et les bruns et les roux, vous pouvez aller vous faire voir, cuire le cul. D'accord, pas mal. Je suis désolé, je ne suis pas sûr de comprendre le message, son contexte en tout cas. De Vera, le truc, voilà, quand ces conditions de la civilisation techno-industrielle risquent de s'effondrer, ben, on viendra à des conditions beaucoup plus archaïques et là justement il y aura peut-être, bref, on s'est compris. Je sais pas si c'est un défi actuel, mais en tout cas pour moi la base de l'émancipation féminine, c'est une phrase de Christopher Hitchens qui est un bout de phrase de Christopher Hitchens qui dit c'est la sortie de la reproduction obligatoirement compulsive. Et si on n'a pas ça, si on n'a plus le contrôle de la fécondité, le contrôle des naissances, etc., ou si parce que les maladies infantiles reviennent et qu'il faut faire 15 enfants pour espérer en avoir 2,5 qui survivent, beaucoup de choses se changeront pour le pire, pour nos congénères. On n'espère pas en tout cas... Je suis d'accord, hein, pour le coup, effectivement, la liberté de disposer librement de son corps, on pourrait dire pour les hommes et pour les femmes, parce que c'était aussi important pour les hommes, mais les droits des hommes de disposer librement de leur corps, nous, pour le coup, on l'a. Effectivement, c'est absolument fondamental pour un avenir, on va dire, serein pour la catégorie femme, quoi. Effectivement, les femmes ont besoin de pouvoir avoir accès à leur corps, à la décision de leur maternité ou non, et à la contraception ou pas à la contraception si c'est leur choix, avoir des enfants, pas avoir des enfants. Là, pour le coup, je suis assez d'accord. J'ai pas trop compris en fait en quoi ça répondait à la question là, des défis des femmes, mais bon, en tout cas, je suis d'accord avec cette partie-là. Votre livre, Vera Nikolsky, est aussi un plaidoyer pour, vous dites qu'il faut en finir avec le féminisme de la réclamation pour mettre en œuvre un féminisme de la mobilisation et du faire. Et j'aime bien cette expression. Qu'est-ce que vous en pensez? La vache, les féministes, elles sont mobilisées et elles font, quoi. Soyez pas insultantes quand même. Entendez par là, mais un féminisme du faire plutôt qu'un féminisme de ce que vous appelez le féminisme de Mimi Géniard qui se plaint plutôt qu'agir. Oui, Mimi Géniard, c'est une espèce de dégénérescence de la réclamation parce que j'essaie de montrer qu'il y a deux idéal types, deux esprits du féminisme idéal typique qui ont coexisté au cours de l'histoire et qui se sont un peu opposés aussi, réclamer de nouveaux droits ou bien exercer les droits ou les possibilités qui sont à notre portée pour faire autre chose. C'est-à-dire ne pas s'enfermer sur les réunions Tupperware, mais je sais pas, faire de la recherche, transformer le monde. Bah ouais, hein, c'est les femmes qui, voilà, il fallait simplement qu'elles le veuillent, quoi, hein, aller faire de la recherche. Hein, c'est pas du tout les hommes qui leur ont interdit et fermé les portes. Et je suis à peu près sûr qu'à partir du moment où les femmes ont voulu commencer à rentrer dans les universités de sciences, j'ai lu un truc qui va dans ce sens-là chez Francis Dupilléry, mais c'est pas exactement le même exemple. L'exemple que je vous donne n'est pas réel, d'accord, ne prenez pas ce que je vais dire comme une information, c'est plutôt une certitude, même si j'ai un exemple qui est très proche de ça que donne Francis Dupilléry aux États-Unis, mais je suis à peu près sûr qu'en France, quand les femmes ont commencé à rentrer à l'université, dans les universités de sciences, que déjà on avait exactement ces mêmes discours du type, bon bah ça va, elles ont déjà tous les droits, c'est bon, maintenant elles veulent faire de la science, machin, c'est pire ailleurs, les femmes elles sont en train de dire non, on peut pas faire de la science alors qu'il y a bien des femmes dans certaines universités de sciences en pointant du doigt 2 ou 3 contre-exemples. Bon, c'est fatigant, ces discours-là sont assez fatigants quand même.
Elle a dit l'État policier est là pour protéger la population. Ouais. Ouais, bah je suis courgette, je suis un peu navré de dire ça, hein, surtout avec les dérives de violences policières auxquelles on assiste inexorablement depuis, je sais même plus combien de décennies maintenant, quoi. Fabriquer des machines-outils, écrire des romans, faire des films, enfin, des choses généralistes que les hommes font. Mais les femmes, elles écrivaient des romans, c'est juste qu'elles n'étaient pas publiées. Les femmes, elles font des films, c'est juste... Est-ce que vous connaissez Denise Ergouven ? Vous savez qui c'est, Denise Ergouven, ou pas ? Putain, je serais vraiment très très surpris qu'il y ait beaucoup de personnes qui sachent qui est Denise Ergouven. Vous la connaissez ? C'est une Française, Denise Ergouven. Oscar du meilleur film étranger pour Mustang. Vous vous souvenez de Mustang, un film formidable ? Elle galère comme pas possible pour se faire financer un film. Oscar du meilleur film étranger il y a une 15aine d'années pour Mustang. Et là, elle vient nous dire, oui, d'accord, mais là, c'est des mimigénières, elles ont qu'à faire des films. Mais comment, en fait ? Comment ? Enfin, je veux dire, alors oui, effectivement, aujourd'hui, le monde de l'édition est plus ouvert aux femmes, c'est une évidence. Il y a plus de femmes qui sont publiées que d'hommes, à peine plus, d'ailleurs. Bon, voilà, quoi. C'est pas les femmes qui sont des mimigéniardes et qui veulent pas faire les choses. Les portes sont fermées, quoi. C'est plus difficile pour les femmes. La course d'obstacles, il y a plus d'obstacles sur la course d'obstacles pour les femmes. C'est aussi simple que ça. Ah oui, non, on est dans la ligne droite du Figaro, là. Je suis entièrement d'accord. Enfin, on est vraiment sur un débat Figaro, là-dessus. Hein. Aussi. Et individualiste aussi, je pense que c'est la grosse... Oui, c'est-à-dire que normalement, les femmes ont réclamé la... Individualiste, oh là là. Non, moi, je peux plus. Hein. Peggy, là, ça suffit. Hein. Pourvu que ça ne lui arrive jamais. Vraiment, hein, pourvu que ça ne lui arrive jamais. Mais si un jour elle doit accompagner une de ses proches qui subit des violences sexuelles, il y aura que des féministes qui lui répondront. Ce truc individualiste là, c'est peut-être Cosette, ouais, peut-être. Ouais. La liberté pour faire ces choses-là. On ne nous laisse pas faire ça. Et une fois qu'on a cette possibilité, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des réunions tapeurs. Enfin, c'est absurde. Ça voudrait dire que finalement, c'est pas si nécessaire que ça. Bon, c'est très méchant ce que je dis là, c'est un peu caricatural. Donc le faire, c'est ça. Le faire, c'est voilà, agir. Vous êtes là, et agissez. Vous êtes philosophe, vous êtes cinéaste, vous êtes ingénieur, voilà. C'est ça votre. Ouais, voilà, ok, ça marche. Vous avez un diplôme, et devenez patronne maintenant. Hein. Là, on vous regarde, les filles. C'est une question de volonté. Vous voyez, la négation des déterministes sociaux quand même. Hein. Là, on est vraiment dans un truc de droite. Hein. De l'action humaine. Et pourquoi je parle de mobilisation ? C'est parce que justement le moment me semble particulier, le moment historique me semble particulier, et encore une fois c'est très paradoxal parce que c'est à ce moment-là que ce féminisme de la réclamation qu'on pourrait s'attendre à voir décliner, puisque justement la situation s'améliore, eh bien il ne fait que croître et se transforme en une espèce de complainte en fait. On n'est même plus dans la réclamation, on est dans la dénonciation permanente, les doléances de plus en plus fortes. Non mais comprenez bien que quand les femmes dénoncent un agresseur, elles réclament plus de sécurité, enfin je veux dire, c'est la même chose, ne soyons pas de mauvaise foi quand même. Avec beaucoup d'antagonisme, avec beaucoup d'insatisfaction. Et ça me semble dommage. Juste, voilà, il me semble qu'on devrait faire de plus en plus, puisqu'on a de plus en plus l'occasion de faire, et que c'est particulièrement crucial aujourd'hui, en vue de demain. Mais justement, vous me faites penser au livre d'Emmanuel Todd, Où en sont-elles ? Et vous en êtes une disciple, si j'ai bien compris. Mais dans ce livre, il parle, lui, d'une forme de frustration des femmes qu'il remarque aujourd'hui, au moment où elles ont acquis des choses qu'elles n'avaient jamais eues, et dont elles ne savent pas toujours quoi faire, parce que c'est difficile, la liberté. Oui, donc, difficile, liberté. Un des grands enjeux aussi pour nous, je pense, c'est ça, c'est savoir apprendre. On va renvoyer ça à Noé, hein. C'est Noé Jacomet qui va gérer ça, lui il est philosophe. Il va nous expliquer si les femmes sont dans la situation dans laquelle elles sont, c'est parce qu'elles n'osent pas agir, parce qu'elles ont peur de la liberté. On va lui demander ce qu'il en pense, hein. C'est lui qui est spécialiste de ça. Hein. Allez Noé, c'est la première fois que je fais appel à toi, que je t'invoque, que je t'invoque pendant un de mes lives. On a besoin de toi pour répondre à cette ânerie. J'y vois bien sûr un mépris de classe énigmatique pour toute une série de raisons, mais pareil, encore une fois, comme je vais assez rarement sur ce terrain, hein, sur le terrain de la classe et le terrain de la politique, j'essaie de pas trop mettre ça en avant, par peur de dire bêtises, parce que je connais pas assez de choses dessus, mais bien sûr que j'y vois une forme de mépris de classe, c'est évident. Comprendre comment on peut être libre à notre façon, et pas toujours en faisant comme les autres, en étant vraiment individualiste aussi. Peut-être juste pour terminer, comment on explique justement qu'on est très très libre, le féminisme soit très très virulent. Très très virulent. Combien de morts causées par les féministes déjà, Eugénie faisons les décomptes ensemble. Combien vous avez tué d'hommes, les féministes, là, récemment Pas récemment dans l'histoire. Combien les féministes ont assassiné des hommes? Très virulent, le féminisme. D'accord, ok, ça marche. C'est des mots, hein, Eugénie. Hein. C'est des mots, hein. Je sais que vous avez pu réfléchir là-dessus, mais alors vous avez 1 minute. Oui, c'est aussi vieux que Tocqueville et tout. C'est qu'on est... Là, il y a la running joke du 457 qui ressort. Pour les personnes qui ne l'ont pas vu, allez regarder la vidéo sur Fabrice Julien. C'est très, très surprenant. Ah, salut Daimon. Merci d'être présent ce soir. Je viens de voir que tu m'avais répondu, Daimon. Daimon, plein d'amour, plein d'amour. Je lis ton message à l'instant. Tu viens de... Ah non, tu m'as répondu il y a une demi-heure, pardon, j'ai pas vu. C'est trop gentil pour le setup, j'hésiterai pas.
Et bah écoute, du coup, Diamond, on fait quoi? On met ta décision en stand-by jusqu'à dimanche? On voit ce qui se passe dimanche, c'est ça, comme on avait dit? Peut-être qu'on en parle en privé de ça éventuellement. Donc on voit ce qui se passe ce dimanche et les jours qui suivent. Et puis tu décides à ce moment-là? Bah carrément des cœurs pour Diamond dans le chat, hein, s'il vous plaît. Hein. Parce qu'autant, voilà, moi je... Ok, donc on fait un point dimanche, on esquive dimanche, ça marche. Parce qu'autant, moi je suis assigné parce que j'ai vraiment tenu des propos que j'aurais pas dû tenir. Hein. J'aurais pas dû les tenir, ces propos. Est-ce que ce sera caractérisé comme une injure? J'espère que non, mais c'est un juge qui décidera. Mince, Daimon. C'est dur, quoi. Ah, salut Hurin, c'est ça? H-U-R-I-N, je crois. J'ai pas les lunettes, donc je vois pas très bien. Bah voilà, plein de cœurs pour Daimon. Merci d'être là sur le live. Tu te live après, Daimon? Je t'envoie tout le monde après ou pas? Tu te Twitch après ou on tombe sur une grosse soirée stream? Oui, j'aurais besoin en fait d'une autre carte son pour mettre un deuxième micro parce que je vais recevoir des gens à la maison pour pouvoir faire des entretiens. J'ai besoin d'améliorer mon setup visuel aussi. J'ai des problèmes par rapport à ça. En lumière aussi, j'ai plein de trucs à faire. Et je vais recevoir dans pas longtemps... Ah, tu te demandes de ta copie d'internet. Bah écoute, moi j'en ai encore pour... si je te passe le relais vers 20h, ça te va à peu près? Merci pour l'abonnement, Aurine, c'est adorable. C'est trop gentil. Est-ce que ou tu voulais faire ça un petit peu avant? La lumière, bah oui, la lumière dégueulasse. Non, même pour moi, il y a plein de trucs qui vont pas là dans ma disposition. Enfin, si un jour Damon vient à la maison, il verra de quoi je parle, parce que vous voyez pas ce que j'ai sous les yeux. Mais ça va pas du tout, c'est pas pratique pour moi. Du coup, je t'envoie tout le monde vers 20h à peu près. C'est vers ces eaux-là que tu voulais commencer? Tu as devant ta coupure. Ça marche, on en parlera avec plaisir, Diamond. On en parlera avec plaisir. Ah bah oui, avec plaisir aussi, Zoubidou. Du coup, Diamond, est-ce que ça te va si je t'envoie les gens vers 20h à peu près? Tu sais pas encore vers quelle heure? Et bah nous on finit vers 20h. Si t'es connecté surtout, tu m'envoies un message parce que je ne suis pas encore abonné à toi sur Twitch, je crois. Je l'ai pas encore fait, je vais tout de suite m'en occuper, excuse-moi. Pour que ce soit fait. Comme ça, je te verrai connecté. Alors... Diamond... Ah bah si, j'étais déjà connecté en fait. Et bah je te verrai connecté si jamais c'est le cas. Si, j'étais déjà abonné. Allez, on termine la vidéo j'allais dire du Gorafi. Non, c'est le vrai Figaro. Les conditions s'améliorent, en fait, on voit plus que, comment dire, on se focalise sur ce qui va pas et on grossit ça, alors qu'en fait, on voit pas tout le progrès qu'il y a eu. Bah, écoutez, merci. Nous, Justement, si, en fait. Le progrès, il est constaté. Et aujourd'hui, il n'y a pas une seule féministe pour dire que la situation des femmes en France est pire que celle des femmes en Iran ou en Afghanistan. Personne ne dit ça. Ce qu'elle dit, c'est, étant donné qu'on vit dans une société dans laquelle on est quand même plutôt en paix, aujourd'hui, comment se fait-il qu'il existe encore des reliquats patriarcaux, des reliquats de la domination masculine? Comment se fait-il qu'il reste? Qui défend la présence de ces reliquats comme étant soi-disant des trucs culturels, normaux, etc. Et comment on fait, du coup, pour s'en libérer? Et c'est ça, en fait, les discours féministes. C'est juste ça. Et donc voilà, on a assisté quand même là dans la deuxième partie, mis à part Vera Nikolsky qui dans la première partie de son intervention était quand même assez pertinente, j'étais même plutôt d'accord avec elle, la deuxième nettement moins, à une caricature je trouve, à une pure caricature de ce qu'est le féminisme aujourd'hui et de ce que sont les combats féministes. Et je trouve ça un peu triste, un peu dommage en fait de caricaturer les propos à ce point. Mais écoutez, j'espère en tout cas que ce debunk vous a plu. YouTube, nous, on s'arrête ici. On se retrouve du coup demain pour une prochaine vidéo qui va être assez difficile, trigger warning. Ce sera une vidéo sur ce qui se passe aux Philippines par rapport au... J'ai même du mal à le dire tellement c'est dur. Je vais juste vous lire le titre du coup de la vidéo qu'on commentera ensemble. Le titre c'est Philippines, viol d'enfants en ligne, l'enfer derrière les écrans. Voilà. Vidéo très dure demain, trigger warning. Il n'y a pas de violence graphique dans ce que vous allez voir, bien sûr. Il y a très peu de description de ce qui se passe, mais le sujet est quand même sensible. Donc voilà. Prenez soin de vous sur YouTube. Je vous dis à très vite et nous, on continue ensemble sur Twitch.